بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى خير خلق الله محمد بن عبد الله النبي الأمي معلم البشرية. صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه. أما بعد، أعزائي الطلبة، اليوم الجمعة 22 من مارس سنة 2020. أقدم لكم أول محاضرة من سلسلة المحاضرات في مقياس فيزيك دو سيرفاس et transformation de phase، وسيتم إرسالها لكم بشكل أسبوعي مسجلة. سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني جوجل درايف، وربما في المستقبل سيتم نشرها عبر اليوتيوب، ويتم وضعها أيضا في منصات تعليمية مثل منصة مودل خاصة بالمدرسة. كما سنقوم بدروس ومحاضرات مباشرة مع الطلبة عبر تطبيق زوم وجوجل ميت، ربما ديسكوفر، مايكروسوفت تيم. سنرى أي تطبيق أفضل، كلاس روم، سنرى أيها أفضل بالنسبة للطلبة، وسنستعمل هذه الوسائل التعليمية الإلكترونية عن بعد. هذا في ظل الوضع الذي نعيشه ويعيشه العالم، هذا الوضع الذي فرضته جائحة كورونا، وقد أغلقت المساجد وعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس، وأجبرتنا على المكوث في بيوتنا وتقديم الدروس عن بعد. وعليه أنصح أعزائي الطلبة بالمكوث في بيوتهم والتزام الإجراءات الصحية الوقائية واحترام البروتوكول الصحي، وستصلهم إن شاء الله المحاضرات والدروس وأيضا الأعمال الموجهة وربما التمارين المحلولة إلى بيوتهم عبر الإنترنت. إذن اليوم الجمعة 22 من مارس 2020 سنبدأ أول درس على بركة الله، وأدعوكم إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والإلحاح في الدعاء أن يرفع الله عنا الوباء عن الأمة الجزائرية والإسلامية خاصة والبشرية قاطبة. نبدأ على بركة الله ومباشرة إلى المحور الرابع، diffusion in solid. لا داعي للعودة إلى الدروس السابقة التي قمنا بها حضوريا. إذن نبدأ على بركة الله. Alors on va continuer où nous sommes arrivés, le cours précédent. C'est pas la peine de revenir au cours précédent où nous sommes déjà fait en présentiel, en présence. Alors aujourd'hui on va entamer la diffusion dans les solides. L'objectif de ce chapitre est c'est quoi le phénomène de diffusion, qu'est-ce que c'est la diffusion, comment se produit la diffusion, pourquoi est-ce qu'une partie importante de ce traitement, comment prévoir le taux de diffusion et aussi comment contrôler la diffusion. On va voir quelques exemples et comment la diffusion dépend-elle de la structure et la température, la pression, etc. Donc c'est ça l'objectif de ce chapitre, de nommer et d'écrire les deux mécanismes atomiques de la diffusion. On va voir deux types de diffusion et aussi c'est quoi la différence entre la diffusion en régime stationnaire et non stationnaire. Par la suite, on va voir aussi la loi de Fick, les deux lois de Fick, écrire la première et la deuxième loi de Fick sous forme des équations, définir tous les paramètres qui sont associés à la diffusion. Et aussi, on va écrire la solution relative de la deuxième loi de Fick. Et aussi, on va calculer le coefficient de diffusion d'un matériau donné à une température déterminée. Et enfin aussi l'erreur de fonction. Alors la diffusion est aussi destinée, ce cours est destiné aussi aux étudiants en biologie, en modèle biophysique. Donc ils ont étudié le cycle du sang. Donc c'est en biologie aussi ce modèle, pas seulement en physique des matériaux.
Et avant d'entamer ce cours, je voudrais juste vous rappeler que ce que nous avons déjà vu au cours précédent, que les traitements thermiques, l'application d'un traitement thermique aux matériaux de tout type afin d'améliorer les propriétés des matériaux. C'est ça le but d'un traitement thermique, comme nous avons déjà vu, c'est d'améliorer les propriétés des matériaux, notamment les propriétés mécaniques. Alors, lors d'un traitement thermique, les phénomènes qui se produisent au cours d'un traitement thermique sont presque toujours associés à une diffusion atomique. C'est ça. Donc, l'objectif visé est généralement une augmentation de la vitesse de diffusion, mais il arrive parfois qu'il soit nécessaire de la réduire. Donc, comment contrôler ce phénomène de diffusion? Avant ça, on va commencer notre cours par une expérience très simple que vous le connaissez tout le monde. Donc, si nous versons des gouttes d'une solution concentrée dans un verre d'eau, que se passe-t-il? Que remarquons-nous? Alors, la solution se répandra, ça veut dire تنتشر, dans le bol de verre d'eau. Et s'arrêtera cette diffusion, bien cette répandre, jusqu'à ce que la même couleur devienne égale dans le bol. C'est-à-dire jusqu'à ce que la concentration soit égale. La même chose si on verse une goutte de colorant dans deux flacons remplis. Un flacon d'eau chaude et l'autre d'eau froide. Alors, on remarque par ailleurs que le processus est plus rapide quand il est chaud, quand dans l'eau chaude. Ça veut dire que la température est plus élevée. Donc, c'est ça la diffusion, la définition de la diffusion et le transport de masse par mouvement atomique du milieu en fonction de la température et le temps. Donc c'est ça la diffusion, transport de masse par mouvement atomique. Alors la diffusion est un phénomène de transport des atomes. Alors, lorsqu'on dit des atomes, ça se peut des atomes ou bien des molécules, des atomes ou bien des molécules, même des ions. Alors vous voyez bien le déplacement des atomes. Ce déplacement est irréversible généralement, donc de concentration le plus élevée vers le moins, de concentration plus élevée vers le moins, seulement généralement c'est irréversible. Seulement quelques atomes ça peut revenir en moins concentration. Donc, qui tend à homogénéiser la composition de milieu dans le cas d'un mélange binaire en l'absence des gradients de température et de la pression. Alors, la diffusion se fait des régions de plus forte concentration vers les régions de concentration moindre. C'est ça le mécanisme, avec de mouvements aléatoires dans les trois axes X, Y et Z, de mouvements aléatoires. Alors, ce rapport est de le gradient de concentration en fonction de X, delta C sur delta X, et le moins se justifie C2 moins C1. C1 est supérieur à C2, ça se justifie le moins ici. Alors, il est très rapide dans le milieu gazeux. La diffusion est très rapide dans un milieu gazeux et moins rapide dans un milieu liquide et plus lourde en quelque sorte. On a besoin d'une énergie à une température élevée pour les solides. À cause de quoi? Bien sûr, à cause de l'interaction atomique entre les atomes et les molécules. Ici, il est très libre, un peu verte, et ici, il est très forte dans le solide. Dans notre étude, nous nous basons sur la diffusion dans le solide, dans les solides. Donc, c'est ça la définition de la diffusion. La diffusion est un transport de matière, atomes ou molécules, par mouvement aléatoire, à cause de la chaleur ou généralement par mouvement des électrons. La diffusion dépend du temps et de la température. Et aussi, si la température est élevée,
dans le solide, elle va favoriser la diffusion. Donc ici, les atomes se déplacent, d'autant mieux qu'il y a des lacunes dans un réseau cristallin et qu'ils sont petits. Alors les atomes diffusent s'ils ont une énergie suffisante. Ça veut dire plus la température augmente, plus il y a des atomes qui se diffusent. Alors la distribution de la diffusion se déplace de régions de concentration plus élevées vers des régions de moins concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'égalité de concentration. Alors, la dépendance temporelle de la distribution statistique dans l'espace est donnée par les équations de diffusion. Et le concept de diffusion est lié à celui de transport de masse entraîné par un gradient de concentration. Mais la diffusion peut toujours se produire lorsqu'il y a des gradients de concentration. Mais il n'y aura pas de flux net. Donc, pour résumer, c'est ça la diffusion. D'autres définitions, on peut dire que la diffusion est un flux de matière dans lequel les atomes ou les molécules d'un certain type se déplacent différemment. Donc, par rapport aux atomes ou bien des molécules d'autres types. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est le déplacement ou bien le transport ou bien l'immigration des atomes, des ions de molécules, dans un milieu, que celui soit solide, c'est-à-dire cristallin ou amorphe, ou bien liquide ou gazeux, est appelé de manière générale le phénomène de diffusion. Ceci est également valable pour le déplacement des atomes sur la surface. Alors, dans notre étude, on se limite ici au cas d'un transport entre particules, sans mouvement macroscopique. Alors, ce transport se produit dans un système hors d'équilibre. Des régions riches en particulier vers des régions pauvres. Alors, la diffusion tend à rendre homogènes les concentrations des particules. Donc, l'homogénéisation dans le milieu, on remarque la procédure de diffusion. Plus précisément, la diffusion atomique est un processus de propagation par lequel active thermiquement le mouvement des atomes dans l'eau solide, dans un solide ou bien dans un cristallin, qui entraîne le transport net des atomes. À titre d'exemple, les atomes d'hélium. Les atomes d'hélium à l'intérieur d'un ballon peuvent se diffuser à travers la paroi du ballon et s'échapper, ce qui entraîne lentement le ballon dégonfle. Alors d'autres molécules d'air, par exemple l'oxygène ou l'azote, ont une mobilité plus faible et diffusée donc plus lentement à travers la paroi du ballon. Il y a un gradient de concentration de le ballon mûr. Donc c'est ça la diffusion. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que le mécanisme de diffusion? On distingue plusieurs types, plus fameux, de deux types de diffusion. Voici le mécanisme de diffusion. Donc, à l'échelle atomique, la diffusion consiste simplement en une migration graduelle, donc diminuée, donc migration graduelle d'atomes, passe d'un point de réseau à un autre. Alors, en réalité, les atomes d'un matériau cristallin ou bien solide sont constants en mouvement et changent rapidement de position. Donc les atomes se changent rapidement de la position. Le déplacement d'un atome est possible à deux conditions. Un site adjacent doit être vide et l'atome doit avoir une énergie suffisante. Donc, doit avoir une énergie suffisante pour sauter ou bien briser ses liaisons avec les atomes voisins et produire une déformation de réseau cristallin lors de déplacement.
à une température donnée, une petite partie de tous les atomes sont susceptibles d'effectuer un mouvement de diffusion grâce à l'ampleur de leur énergie de vibration. Donc, le nombre augmentera avec la température. On distingue plusieurs modèles, ont été proposés pour rendre en compte ce mouvement atomique, dont deux s'appliquent à la majorité des cas de diffusion. Donc nous avons substitutionnel et interstitiel, ou bien diffusion lacunaire et interstitielle. Donc dans ce premier type, un atome quitte sa position naturelle ou bien habituelle dans l'horizon et occupe une position vacante adjacente ici, donc adjacente, également appelée une lacune, un vide ou bien une lacune, comme illustré dans cette figure A. Le deuxième type de diffusion se caractérise par le fait que les atomes passent d'une position interstitielle donnée à une position interstitielle adjacente, qui est vide. C'est ce qui se produit dans le cas d'interdiffusion d'impuretés telles que l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, dans la petite taille des atomes, des petits atomes. Donc, ça permet d'occuper les positions interstitielles. Les atomes hautes, c'est-à-dire vides, et les atomes d'impureté, c'est-à-dire impureté, c'est-à-dire étrangers, ne pas la même nature avec les atomes de mer ici. Donc, les atomes d'impureté permettent ici de substitution forment rarement des vides interstitiels, ce qui est expliqué qu'ils ne se diffusent pas généralement de cette façon. Alors ce type de diffusion porte le nom de diffusion interstitielle. Dans la plupart des alliages métalliques, la diffusion interstitielle s'effectue beaucoup plus rapidement que la diffusion lacunaire, c'est-à-dire substitutionnelle. Alors, à cause de quoi? À cause que les atomes interstitiels sont plus petits, par conséquent plus mobiles, c'est-à-dire mouvement et déplacement plus rapide. De plus, le fait que les sites interstitiels vides sont plus nombreux que les lacunes, ça confère à la diffusion interstitielle une probabilité supérieure à celle de la diffusion lacunaire. La diffusion dans le réseau cristallin se produit soit par mécanisme interstitiel ou substitutionnel. Et le taux de transport est régi par la diffusivité et le gradient de concentration à l'état solide cristallin. Alors la diffusion dans le réseau cristallin se produit soit par mécanisme interstitiel ou substitutionnel. Dans un traité interstitiel de fusion, un diffusant tel que le carbone dans le fer, il diffuse entre la structure entrée d'un autre élément cristallin. En diffusion substitutive sur le réseau, autodiffusion, c'est-à-dire self-diffusion des atomes de la même nature, l'atome ne se déplace qu'en occupant la place par un autre atome. Alors la diffusion de réseaux de substitution dépend souvent de la disponibilité du point ou bien de postes vacants dans tout le réseau cristallin, en diffusant les particules maigres d'un point vide à un point vide par un saut, c'est-à-dire sauter des atomes. Donc essentiellement aléatoire, d'une façon aléatoire.
voir cette figure, voyez cette figure qui illustre la diffusion substitutionnelle et interstitielle. Et la diffusion est entraînée par la diminution de l'énergie de Gibbs ou par la différence de potentiel chimique. Alors, on a illustré ça, l'énergie de Gibbs, l'énergie libre. Alors, rappelez-vous, ce terme thermodynamique est une fonction d'état d'introduire est associé au deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire l'inversibilité des phénomènes physiques lors des échanges thermiques. Alors, ce terme thermodynamique est lié à la température, la pression, le nombre des atomes, de moles, etc. Donc, l'enthalpie est libre pour savoir la diffusion de la chaleur et l'équilibre thermique. Alors, on considère deux blocs de même, A, B, solution solide. Rappelez-vous, c'est quoi une solution solide? On a déjà étudié et défini au cours précédent. C'est un mélange homogène de au moins deux éléments différents. Donc, on a deux types de solutions solides. En substitution, l'atome étranger remplace un des atomes de cristal, ou bien en insertion, c'est-à-dire l'atome étranger se glisse dans les espaces vides des positions interstitielles, comme on a vu jusqu'à maintenant. Alors maintenant, le diagramme d'équilibre molaire de l'alliage AB est montré à droite. C'est l'énergie libre molaire de chaque partie est donnée par G1 et G2. Et l'énergie libre totale initiale du bloc soudé est Ga. Ce bloc soudé est Ga sur la diffusion comme illustré à gauche afin d'éliminer la différence de concentration. Alors, la totale libre de l'énergie décroît vers Gm. Gm, voici Gm, l'énergie libre caractéristique d'un système homogène. Dans ce cas, la diminution de l'énergie libre est produite par la diffusion A et B, le long de concentration en pente. Cependant, la diffusion ne doit pas toujours se faire le long de gradients de concentration. Par exemple, dans un système d'alliage qui contient un écart de mixabilité, la courbe de l'énergie libre peut avoir une courbure négative à basse température. Dans un tel cas, les atomes A et B diffusent contre le gradient de concentration, c'est-à-dire vers la région de concentration élevée vers élevé, comme indiqué à gauche dans cette figure. Alors, bien que cette diffusion soit encore un processus naturel, c'est-à-dire spontané, puisqu'elle réduit la totale libre de l'énergie de Ga et Gm comme indiqué. Et si la diffusion se fait contre le gradient de concentration, selon un gradient de potentiel chimique, la diffusion s'arrête lorsque le potentiel chimique de tous les espaces partout est le même, ça est égal. Dans la plupart des cas, le potentiel chimique augmente avec l'augmentation de la concentration. Donc, il est pratiquement d'exprimer la diffusion en termes de concentration. À titre d'exemple, une barre de cuivre et une barre de nickel sont accoulées, comme illustré dans cette figure, de la position et de la concentration des atomes situés des deux côtés de l'interface. Les deux côtés de l'interface, ça avant un traitement thermique. Alors, ce couple de diffusion est chauffé aussi longtemps à une température élevée, mais inférieure au point de diffusion, bien sûr, inférieur au point de fusion des deux métaux, puisqu'il est refroidi à une température ambiante. Alors, l'analyse chimique révèle que le résultat est analogique
à ce qu'il montre dans cette figure, c'est-à-dire que le cuivre pur et le nickel pur se retrouvent aux deux extrémités de couple de diffusion et qu'ils sont séparés par une région alliée. Alors la concentration respective de chaque métal varie selon la position comme illustré dans cette figure. Alors il s'avère ainsi que les atomes de cuivre sont migrés ou bien diffusés dans le nickel et que les atomes ou bien les atomes de nickel sont diffusés aussi dans le cuivre, l'inverse. Donc un tel phénomène où les atomes d'un métal diffusent dans un autre métal s'appelle l'interdiffusion. C'est l'interdiffusion ou bien diffusion d'impuretés. D'impuretés, ça veut dire un atome différent aux atomes de la mer. Alors, l'interdiffusion peut être détectée à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire par l'œil, grâce aux modifications de concentration qui se produisent à la longue, comme dans le cas du couple de diffusion de cuivre et nickel. Alors, on observe un déplacement net des atomes passant d'une région de forte concentration à une région de faible concentration après un traitement thermique. Comme vous voyez ici, voici illustration de la concentration en fonction de la position des deux côtés du système. La diffusion aussi s'effectuait également au sein des métaux purs. Mais puisque les atomes qui sont déplacent sont de même type, c'est-à-dire c'est le même type des atomes, elles portent alors le nom de autodiffusion, ou bien en anglais self-diffusion. Bien sûr, on ne peut pas distinguer ou bien on ne peut pas identifier généralement l'autodiffusion en observant les modifications de concentration. Alors, comme on a dit auparavant, la diffusion est un processus lié au temps. Ça va entamer à la diffusion en régime stationnaire et non stationnaire. Ce qui est signifié en termes macroscopiques que la quantité d'un élément qui se déplace au sein d'un autre en fonction du temps, il est souvent nécessaire de connaître la vitesse de la diffusion. Donc en fonction du temps, pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien, un document PDF qui existe sur net. Alors, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de masse. Cette vitesse s'exprimait fréquemment sous le nom de flux, le flux G, J, correspondant à la masse ou bien au nombre des atomes, M. Alors, qui diffuse perpendiculairement à une unité de surface d'une section d'un solide par une unité de temps T en secondes. Elle peut être représentée par l'équation suivante. J est égal à M sur S fois T. Les unités utilisées pour J sont le kilogramme ou le nombre d'atomes par mètre carré par seconde. Kilogramme par mètre carré fois seconde. Ou bien atome par mètre carré fois seconde. Lorsque le flux ne variait pas avec le temps, elle est donc un état dit stationnaire. Parmi les exemples courants de diffusion en régime stationnaire, on retrouve la diffusion des atomes d'un gaz dans une plaque de métal où la concentration ou la pression des espaces diffusant d'une mineur constante sur les deux surfaces de la plaque. Ce qui est illustré donc auparavant dans l'autre figure précédente. Lorsque on indique sur un graphe de différentes valeurs de concentration C en fonction de la position d'un solide, donc une courbe, on peut le tracer
Donc, ça va donner la première loi de Fick. Adolphe Fick, c'était en 1855. Auparavant, d'abord, le concept de diffusion est issu en sciences physiques, par exemple la diffusion de chaleur et la diffusion moléculaire. La description mathématique a été élaborée d'abord par Joseph Fourier en 1822, avant Adolphe Fick, l'allemand. C'était en 1855, et par la suite par Albert Einstein en 1905. Alors, la première loi de Fick, J est égal moins D dc sur dx, où J, c'est le flux en nombre fois centimètre carré par seconde, et D, bien sûr, c'est le coefficient de diffusion exprimé en centimètres carrés par seconde, et C, c'est la concentration, gradient de concentration, CD, C2 moins C1, et bien sûr, le moins, on a déjà expliqué pourquoi, et dx, c'est le déplacement en centimètres, c'est le déplacement directionnel d'une seule direction. Alors, la relation mathématique propre à la diffusion en régime stationnaire dans une seule direction x est relativement simple puisque le flux est proportionnel au gradient de concentration, comme vous voyez ici, d'une seule direction. Alors, la constante proportionnalité D est appelée le coefficient de diffusion, comme j'ai dit tout à l'heure, et le signe négatif présent dans cette équation indique que la diffusion est orientée vers le bas de gradient de concentration. Donc, c'est-à-dire la concentration plus élevée vers concentration plus faible. Alors, après cette équation, c'est une équation empirique, c'est-à-dire expérimentalement. Alors, on utilise parfois cette expression pour identifier le facteur qui déclenche une réaction. Alors, plusieurs types de forces motrices peuvent être à l'origine d'une réaction de diffusion, mais lors de diffusion relevée de cette équation. C'est le gradient de concentration qui constituait cette force motrice. La purification d'un gaz hydrogène offre un exemple pratique de diffusion pour appliquer cette loi ou bien cette équation qui consiste par exemple toujours dans un régime stationnaire, un côté d'une mince feuille par exemple de palladium est exposé à un gaz impur composé de l'hydrogène et d'autres éléments gazeux tels que l'azote, l'hydrogène et la vapeur d'eau ou bien la vapeur d'eau. L'hydrogène diffuse sélectivement vers le côté opposé donc de cette feuille de métal où la pression d'hydrogène est plus faible d'humeur constante. Mais le problème que cette loi, la première loi de Fick, a négligé le facteur du temps. Donc il est pratiquement applicable surtout et valable dans seulement certaines conditions, surtout dans le gaz. Et il est difficile de déterminer le J, le flux. Alors vous pouvez consulter cette référence. Pour plus de détails, voici dc sur dx, c2 moins c1 sur x2 moins x1. Alors à titre d'exemple, c'est le flux, on a dit qu'en mol ou bien masse diffusée sur une surface portant kg par mètre carré sur temps. Voici le déplacement en fonction du temps. Je vous donne un exemple. Si le coefficient de diffusion est égal à 110 fois 10 puissance moins 8 cm carré par seconde et C1 est égal à 0,44 g par centimètre cube et C2 est égal à 0,02 g par centimètre cube, on donne aussi la valeur de x2 moins x1 qui est égal à 0,04. Tout simplement, on trouve que G
est égal à 1,16 fois 10 puissance moins 5 grammes par centimètre carré par seconde. Ici, c'est le gramme. Et voici la référence que vous pouvez le consulter ici. Alors, on passe maintenant à l'expression d'Arrhenius, la loi d'Arrhenius. D est égal D0 exponentielle moins Q sur RT. OD, c'est le coefficient de diffusion. Et D0, c'est le coefficient de diffusion indépendant à la température. Et Q, ou bien dans certaines références ED, donc c'est l'énergie d'activation de diffusion, l'énergie nécessaire pour diffuser, exprimée en électronvolts ou bien en kilojoules par mol. Et R, c'est la constante des gaz parfaits qui est égale 8,314 joules par mol fois Kelvin, ou bien 8,62 fois 10 puissance moins 5 électronvolts par atome fois Kelvin. Généralement, on donne la valeur de R. Et T, c'est la température exprimée en Kelvin. Alors, ce tableau illustre quelques coefficients de diffusion de l'énergie d'activation de cuivre dans le nickel et le carbone dans le fer, donc la matrice ou bien le solide cristallin sur le fer, et ici sur le nickel, l'élément diffusé sur le cuivre et le nickel, ça demande beaucoup d'énergie que les atomes de carbone dans le fer. Alors ça, c'est pour les coefficients de diffusion de l'énergie d'activation. On peut le comparer aussi en fonction de la température. Et cette courbe illustre, c'est une courbe logarithme de coefficient de diffusion en fonction de l'inverse de la température 1 sur T. Donc 1000 Kelvin sur T. Pour plusieurs matériaux, vous voyez bien, c'est le carbone dans le fer, ici gamma, c'est le fer gamma, et ici le carbone dans le ferrite alpha. C'est le sténite et le ferrite, vous voyez bien. Et ici l'aluminium pur, l'aluminium dans l'aluminium, ou bien le fer dans le fer. Donc vous voyez le coefficient de diffusion en fonction de la température. Ici c'est la même chose, c'est la diffusion, coefficient de diffusion et l'inverse de la température. Et voici la référence que vous pouvez le consulter. On prend maintenant un exemple. Avec un E, pardon, avec E exemple, voilà. Donc, dans cet exemple, à une température de 300 degrés Celsius, le coefficient de diffusion et l'énergie d'activation de cuivre dans le silicium sont respectivement D. Ici, c'est le coefficient de diffusion. J'ai oublié le mot diffusion. Donc, D égale 7,8 fois 10 puissance moins 11 mètres carrés par seconde. Et l'énergie d'activation est égale à 41,5 kg. Quel est le coefficient de diffusion? Ici, c'est à une température de 350. Tout simplement, on applique l'équation que nous avons déjà vue auparavant. Et on trouve ln des deux, on met logarithme dans les deux équations, ln des 2 égale ln des 0 moins QR sur 1 sur dt, ln des 1 c'est la même chose, ln des 0 q. Donc l'équation 1 moins l'équation 2, c'est égal d2 égale d1 exponentielle moins q sur r, 1 sur t2 moins 1 sur t1. Donc en Kelvin bien sûr. Donc on trouve D2 est égal à 15,7 fois 10 puissance moins 11 mètres carrés par seconde. Donc on remarque s'il y a une augmentation de la température, bien sûr il y a une augmentation de coefficient de diffusion. Alors, on passe maintenant à la deuxième loi de Fick et je pense je vais arrêter ici. Donc, je vous remercie à votre attention. Avant de terminer, je vous donne un autre exemple. Par exemple, si on réalise un traitement thermochimique de cémentation,
où nous avons le coefficient de diffusion est égal 6 fois 10 puissance moins 12 mètres carrés par seconde pendant un temps de 3 heures, 3 heures de traitement. Et nous avons un déplacement ou bien une couche superficielle des atomes, déplacement est égal 0,28 mm. Alors, ça c'est le premier exemple, le deuxième exemple plutôt, et le troisième, c'est autre chose, c'est de faire à 912 degrés Celsius ce transfert de ferrite alpha, sa structure cristalline et cubique centrée, se transforme à une cubique face centrée et de l'austinisation gamma pendant 1 heure de traitement. Selon l'équation, x au carré est égal 6 fois d fois t. D, c'est le coefficient de diffusion et t, bien sûr, c'est le temps exprimé en secondes. Alors, calculer le coefficient de diffusion et le déplacement, sachant que d0, le coefficient de diffusion indépendant de la température, est égal 2 mm² cm² par seconde et l'énergie d'activation est égale 2,5, cette fois-ci exprimée en électronvolts. Alors on trouve, si on applique la même relation D égale D0 exponentielle moins Q sur RT, on donne aussi R et on trouve D, on change la température en Kelvin, c'est pas en degrés Celsius, et puis D est égal 4,4 fois 10 puissance moins 11 cm² par seconde. Et si on applique cette relation, on trouve que X est égal à peu près 10 micromètres. Donc le déplacement ou bien le couche superficielle est égal à 10 micromètres. Alors, si nous avons le coefficient de diffusion des 0 est égal à 6,2 fois 10 puissance moins 7 mètres carrés par seconde, et l'énergie d'activation est égale cette fois-ci 0,83 électronvolts, à une température est égale 900 degrés Celsius. Donc, on applique les deux équations pour trouver, on trouve enfin D est égal à 1,7 fois 10 puissance moins 10 mètres carrés par seconde. Alors, pour le faire, si vous avez une diffusion de gamma cubique à face centrée, une structure cristalline cubique face centrée, sachant que D0 est égal à 0,4 cm² par seconde et l'énergie d'activation est très élevée, généralement cette fois-ci est égale à 2,8 électronvolts. Alors je voulais juste dire que généralement l'énergie d'activation est égale à 1 électronvolt. Si vous n'avez pas une valeur d'énergie d'activation, on le considère comme 1 électronvolt. Alors on applique, on trouve en gras, c'est les résultats après les calculs. Donc D est égal à 4,8 fois 10 puissance moins 13 et X à peu près de la même relation est égal à 1 micromètre. Si vous avez des 0 est égal à 2,3 fois 10 puissance moins 5 et Q, l'énergie d'activation est égale à 1,53, on trouve que D, alors ça va augmenter, est égal à 5,9 fois 10 puissance moins 12 mètres carrés par seconde. Donc c'est ça en bref. Je résume ce que nous avons déjà vu aujourd'hui. C'est quoi le phénomène de diffusion, qu'est-ce que le mécanisme de diffusion, l'intérêt de diffusion, comment contrôler la diffusion et les régimes stationnaires et non stationnaires, ainsi que la loi de diffusion, la première loi de Fick. On va entamer plus tard la deuxième loi de Fick et aussi l'erreur de fonction. Donc je vais arrêter ici. Je voudrais juste vous rappeler quelques références que vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est une référence principale. Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, il existe en français et même en arabe, la traduction elle existe. Donc
c'est un livre de référence, le livre de Kettel, et l'autre référence, comme vous voyez ici, vous pouvez trouver même le code de la bibliothèque de l'université de La Guatte ou bien l'école normale supérieure de La Guatte et aussi les références. Vous pouvez me contacter notamment par email et voici les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Alors, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois. Restez chez vous et prenez soin de vous. Wa salam.